Bonjour à tous. Donc, je le rappelle, c'est une lecture que je vais vous donner maintenant à travers un montage de textes de Colette qui évoque cette grande guerre dont elle a perçu et décrit tous les aspects. Les textes que je vais lire là sont extraits de deux grands recueils. Le premier, Les Heures longues, publié en 1917 par Colette. Elle y réunit ses chroniques de guerre. Et puis l'autre grand recueil que je vous invite tous à lire parce qu'il est plus facilement accessible aujourd'hui, s'appelle Une Parisienne dans la Grande Guerre. Il a été édité il y a quelques mois aux éditions de Lerne par Frédéric Maget. La guerre. Ce n'était qu'un mot énorme, barrant les journaux assoupis de l'été. La guerre, peut-être, très loin, de l'autre côté de la terre, mais pas ici. Comment imaginer que l'écho même d'une guerre pût franchir ces rochers farouches? Ce paradis n'était pas fait pour la guerre, mais pour nos brèves vacances, pour notre solitude. C'était pourtant la guerre. Cette cancalaise dure, cette vendeuse de poissons qui avait cessé le mois dernier de bavarder et de rire, qui réclamait à présent son dû en argent et en bronze et refusait les billets de banque, qui regardait au loin sur la mer venir le cortège des jours sans pain ni cidre. C'était la guerre. Ce garçon épicier à bicyclette qui colportait au grelot allègre de sa machine des bruits de disette, des avertissements de cacher l'huile, le sucre, le pétrole. C'était la guerre. Dans Saint-Malo, où nous courions chercher des nouvelles, un coup de tonnerre entrait en même temps que nous, la mobilisation générale. Comment oublierais-je cette heure-là? J'y songeais encore hier, lorsque j'ai vu les victimes des derniers raids d'avion. Encore ne les ai-je pas toutes vues, car elles sont 1000, 10 000, 100 000. Je ne sais combien, je n'ose savoir combien de 1000. J'en ai vu 150 hier. Lundi, j'en verrai encore au moins autant. Vous tremblez? Il y a de quoi. Mais vous trembleriez davantage si vous alliez rue de la Bûcherie, où l'on examine les enfants pauvres de Paris que les réveils en pleine nuit, les séjours dans les caves, les courses dans des escaliers gelés ont doté de pneumonie, de bronchite, d'éruptions, de fièvre, d'angine, de tics nerveux. On peut demeurer froid devant un champ de bataille, peut-être, et garder un cœur ferme au chevet des blessés, peut-être. Mais ce spectacle de l'enfance ravagée est insoutenable. Cette jeune doctoresse aguerrie qui écoute tout au long du jour des petits poumons essoufflés sent elle-même son courage plié parfois. Nous, les profanes, les sensibles, nous nous détournons vers la fenêtre et nous nous penchons pour cacher notre trouble sur des fiches qui tremblent dans nos mains. Nous lisons des notes comme celle-ci. Âge de l'enfant, 6 ans. Bronchite entérite. Parents, père, tué à l'ennemi, mère tuberculeuse. Nombre d'enfants, 6. Logement, 1 pièce et 1 cuisine. Ou 90 autres fiches comme celle-ci, bilan de la journée, chacune résumant, concise et terrible, une petite vie étouffée entre des murs. Cela tient sur des bouts de papier blanc coupés à la hâte. Une œuvre de secours s'organise au plus vite, sans protocole, sans comité imposant pour envoyer au champ les enfants de nos caves. Avec 50 francs, on exhumera d'une cave de Paris un enfant. On le portera au soleil, au grand air, poussin tremblant, qui va éclore une seconde fois. Mais pour ça, il faut beaucoup de 50 francs. Alors je les demande aux riches, nouveaux et anciens. Je les demande aux parents qui ont de beaux enfants, à l'abri dans un coin de province, et à ceux qui n'ont plus leurs enfants. Je les demande aussi aux pauvres. Je vous en prie tous, hâtez-vous. Vous hésitez? Eh bien, laissez-moi vous redire le mot que j'ai entendu vendredi après-midi rue de la Bûcherie.
Un ouvrier infirme de Paris conduisait à la visite ses 4 petits enrhumés. 4 petits? Non, 5. Mais, remarque Madame le docteur, je vois sur votre fiche que vous avez 4 enfants et vous m'en amenez 5. Avez-vous 4 ou 5 enfants? Ben voilà, ce petit-là, mon 5e, lui, son père a été tué à l'ennemi et sa mère est morte tout juste après. Il était là, tout seul, sur le palier d'à côté, alors je l'ai pris avec les miens. Vous savez, c'est comme ça se fait. Non, nous ne le savons pas assez. Cet homme nous l'apprend, et sur le ton de l'excuse encore. 50 francs. Je ne vous demande même pas d'être aussi magnifique à l'égal d'un ouvrier infirme de Paris. Devant ce spectacle de l'enfance ravagée, je songe aussi aux mamans, toutes les mamans, les jeunes, les mûres, les vieilles, toutes, les fraîches épouses sans époux qui bercent un enfant, ou les matrones qui tremblent, le front contre la vitre, ou les aïeules vindicatives qui se souviennent de notre ennemi et se redressent comme une branche d'épines sèches. Les mères. Depuis la guerre, elles ont tout plus grand que les autres. Le cœur, l'espoir, le don et surtout la douleur. De temps en temps, l'une, amputée par la guerre de son œuvre la plus belle, mesure sombrement la perte affreuse et esquisse un amer sourire devant le chagrin guérissable, pense-t-elle, d'une amante ou d'une jeune veuve, puis elle se tait et s'efface sous l'anonyme voile noir. On la rencontre moins souvent, car elle semble vouloir épargner, en s'écartant, celle que le destin n'a pas encore atteinte. La moins triste des mamans, c'est la plus jeune, celle qui reste les bras refermés sur un exigeant fardeau à attendre, à guetter, toujours la même porte, le même tournant de la route. Elle est toute anxiété, impatience, intolérance, prompte à pleurer, prompte à rire aussi. Elle maudit le tourment qui, pourtant, la tiendrait active et vigilante si elle n'avait, de surcroît, l'enfant, la changeante merveille, qui à chaque heure invente la vie et découvre le monde. L'enfant qui n'a plus depuis 2 ans son rival, l'amant ou le mari. Toutes les heures, tous les soins de la mère sont à lui, sans partage, et il n'est trahi qu'aux instants où, tendue vers l'absent, elle épie sur un visage ébauché, tour à tour fugitive et éclatante, la ressemblance. Fiévreux instants qui substituent à la tête bouclée, aux joues duvetées d'argent, les grands traits mâles, la figure pâle d'un soldat. À la même heure, de l'autre côté du mur, ici, partout, d'autres mères, penchées, elles, sur un portrait de soldat hirsute, appellent et voient à travers cette image la tête bouclée, les joues intactes, tout le bébé d'autrefois. Ces mamans-là, dont le sang combat et coule au loin, quelle passion les soutient et les meurtrit ensemble. Il n'y a pas de vie plus pleine que la leur. Elles débordent, s'épuisent en attente, en prière. Ces mères militantes méritent d'être appelées entre toutes des soldates. Rien en elles ne plie tant que le fils est debout. Ces mamans-là veillent à tout, suffisent à tout. L'argent manque, le compagnon vieillissant fait défaut, eh bien elles travailleront en défiant la tâche double. L'enfant qui se bat aura, c'est certain, cousu dans ses anciens langes, la viande bien cuite, la compote en boîte, et les friandises, et la fleur séchée, et même le souvenir inutile et si doux. Tout ça qui fait maman, comme disait avec ivresse un adolescent guerrier. Ces mères magnifiques, capables de tout, ne se lamentent que de ne pas servir. Autrefois détentrices de la vivante fortune d'un pays, elles ont livré à la France son trésor de soldats, les unes avec un muet desserrement des bras, les autres avec un juste orgueil. Il part déjà,
demandai-je à une maman désignant son blondin de fils imberbe. Mais Dieu merci, oui, jeta-t-elle avec éclat. Le beau cri, le beau geste de créature riche et généreuse jusqu'à la limite de sa richesse. Je l'ai revu, ce geste maternel en Italie, au départ d'un régiment d'infanterie. Une large romaine y cueillit au passage son fils, attacha à sa vareuse un bouquet de fleurs de grenadier et après un baiser le rejeta avec un rire superbe dans les rangs. Je ne peux oublier ses bras robustes, refermés puis rouverts, cette impulsion de déesse féconde, ni ce rire héroïque. Quand le reverra-t-elle, l'enfant à la fleur de grenadier? Qu'il revienne, murmurent d'un souffle toutes les mères, et elles n'ajoutent même plus qu'il revienne intact. C'est l'amour tout court, qui redoute la mutilation. L'amante est capable de comparer, de mesurer et de sentir trembler son cœur avare. Rendez-le-moi, n'importe comment, murmure la mère. Une maman a cru l'an passé son fils mort. Elle le retrouva vivant mais sans bras, un pied manquant. Un soupir, un mot tendre jaillir du plus profond d'elle-même. Et qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il lui manque des morceaux? N'y avait-il pas l'autre jour, dans le tramway en même temps que moi, une mère accompagnant son fils tout jeune, galonné, médaillé et amputé d'une jambe? Guéri et leste, il sauta en bas du tramway comme une pie sur son pied unique et attendit sa mère moins agile sur ses deux pieds. Elle suivait mon regard sur le jeune homme et sollicita irrésistiblement mon témoignage. « Hein? Est-il joli comme ça ?» Je lui dis « Oui, de tout mon cœur, car l'officier mince et droit entre ses béquilles ressemblait singulièrement au portrait d'un capitaine du 1er régiment de Zouaves, un capitaine amputé de toute la jambe gauche qui fut mon père. Mère qui attendait, mère qui vous tenez pour combler si la guerre vous rend un peu de votre fils. Oh, seulement cette poitrine, où bat un si grand cœur, seulement une main pour caresser mes cheveux qui ont blanchi, seulement cette bouche pour parler et sourire si l'œil est fermé. Mère, ne comptez pas reprendre et garder fragile comme au premier jour l'enfant, votre bien-aimé. L'amour aussi veille et attend pour vous disputer le beau blessé au pas hésitant. L'amour aussi âpre que vous-même et tout aveuglé par les rayons de la gloire. L'amour des femmes. Les femmes dont il faut dire, il faut chanter le courage, les mérites inattendus, les vertus toutes neuves qui fleurissent nombreuses et sans effort. Il faut les louer toutes, et celles qui font quelque chose et celles qui ne font rien. Rien qu'attendre quelqu'un, espérer, croire, qui ne font rien sinon se taire, manquer de presque tout et ne pas le dire. Rien que se cacher pour donner pudiquement la moitié de leur strict nécessaire. Oh, on saura, Dieu merci, les noms de quelques-unes de celles qui font quelque chose, qui sont les stratégistes soudaines de la charité, sachant troquer, triguer et secourir en grand les malades et les pauvres, mais on ignorera tous les autres. Je voudrais au moins signaler l'existence de ces autres, obscurs, innombrables. Il s'agit de ma voisine, de la vôtre, vous savez, de la petite dame d'en face qui secoue timidement par la fenêtre son chiffon à poussière. Il s'agit de la modeste boutiquière d'une vieille rue de Passy, de toutes ces silencieuses, ces entêtées qu'on voit passer vite, plus pressées de rentrer et d'agir que de parler. C'est l'une de celles-là qui rougissait hier sous cette question d'une stratégiste. « Et vous, chère madame, à quelle œuvre de secours collaborez-vous » ? Moi, je ne fais rien, j'ai si peu d'argent. Comment rien? Mais
On n'a pas le droit de rien faire en ce moment. Ben, bien sûr, je le sais. D'ailleurs, c'est ce que nous disons toujours avec ma cousine. Hein? Vous avez une cousine? Oui. Et elle n'a pas de chance. Son mari est parti au front, elle est restée toute seule et dans une situation très, très difficile. Alors, je l'ai prise chez moi, n'est-ce pas? Et puis, j'ai aussi chez moi une voisine, une jeune couturière qui est dans la misère noire. Je l'ai prise aussi. Naturellement, on s'arrange. Naturellement, on s'arrange. Deux mots charmants, avec lesquels la bravoure féminine combat en ce moment toutes les complications budgétaires, et qu'elle jette avec un air de modestie désarmante. Les femmes, et elles sont bien braves en ces temps-ci, mais comme elles changent. Elles ont conquis tous les postes civils désertés par le combattant. Elles ont pris le guichet, le volant de direction, voire la pioche et la sacoche d'encaisse, et le poinçon en porte-pièce. Elles ont pris l'usine, la machine-outil et le balancier. Comme elles ont changé. Lors de la dernière grève féminine, en mai 17, j'ai voyagé dans le métro d'Auteuil avec l'armée de celles qui bataillaient pour leur dure existence. Elles riaient, mais leur troupe n'en était pas moins terrible. J'en eus pour ma part 4 sur les épaules et ne manquais pas de les questionner sur leur emploi du temps depuis le matin. Elles me répondirent de la meilleure grâce du monde, mais tout ensemble et en criant. Un appoint de renseignement hurlé me vint de celle qui se tenait plus loin, de sorte que je n'entendis rien. Nous descendîmes toutes à la station Opéra et sur le quai. Elles annoncèrent à la foule leur projet à grand renfort de mots et de gestes excessivement masculins. On ne saurait dire de toutes les ouvrières admirables qui remplacent l'homme combattant qu'elles travaillent dans le silence, ni qu'elles oublient de nous rappeler l'homme dans ce qu'il a de moins enviable, l'argot et l'invective. À qui la faute? Depuis 3 ans, des traditions se sont créées. Une forte routine enseigne à chaque débutante, avec les rudiments de son métier, son vocabulaire de remplaçante. L'habitude, l'imitation phonétique font presque tout maintenant. Si je demande à la fille de mon épicière, 17 ans, de beaux yeux sages, un avenant sourire de marchande, vous avez de l'essence à détacher? Elle me répond en levant l'épaule, de l'essence à détacher? Non, mais des fois vous rigolez. Il y a un client qui m'a demandé hier 1 livre de sucre. J'ai répondu, alors vous n'avez pas les foi. Celui qui vous a vendu ce culot-là, il vous a pas volé. Le ton n'a rien de crapuleux. Elle parle ainsi parce que c'est ainsi qu'on parle pendant la guerre. Nous connaissons la receveuse de tramway qui nous crie « Hâtez-vous !» Non, ce n'est pas tout à fait cela qu'elle nous crie. Elle nous crie... Non, décidément, je ne peux pas écrire ce qu'elle nous crie. Hier, les fleurs du nouveau beau langage fleurissaient comme exprès devant mes pas. Sous la voûte du métropolitain, 2 pointeuses échangeaient par-dessus la voie vide leur vue sur une amie. Moi, j'y ai dit, ma petite, ce métier-là vous plaît, votre mère elle ne saute pas, rien à dire. Mais alors, ça vous va, les galures en poil et les requins-pètes en velours comme une plume dans... Le tonnerre opportun d'une rame coupa net ce discours et je partis chez ma couturière, Madame Hortense. Madame Hortense dirige seule depuis 1914 une maison lourde et ses anciennes clientes ont peine à reconnaître la grasse et oisive sultane de 1913. Elle a maigri. Elle dédaigne la poudre et le rouge, ou plotte le maquillage, et elle se laisse pousser la moustache. La voix mâle de Madame Hortense, sa poignée de main, sa sortie à porte claquée, m'avait émue au point que je cherchais dehors un peu de calme dans les journaux du soir. Une marchande de journaux vendait sur le trottoir l'Intrant, la Liberté, la Presse, l'Impartial, et j'attendis qu'elle eût passé marcher avec un permissionnaire qui fouillait ses 15 ou 16 poches. « Allons, mon Mimi, lui disait-elle tout bonnement.
Quoi donc, t'as après les doigts que t'y arrives pas? Ça fait rien. En ton temps, il y a que des gueules de civils qui attendent derrière. Ce sera quoi pour vous, la petite dame? Et à ce moment-là, je ne sais vraiment pas pourquoi, je lui ai répondu sur un ton plus précieux qu'il n'eût fallu. Je vous serai très obligée de me passer la presse. Mille remerciements. Et j'entendis qu'elle parlait derrière moi, entre ses dents, des personnes qui se donnent des airs de ne rien pouvoir dire comme tout le monde et qui feraient bien de mesurer leurs expressions. À l'heure où l'homme déchire l'homme, il me semble qu'une pitié singulière nous incline vers les bêtes. Il y a aux portes de Paris un refuge pour les bêtes où le dernier zeppelin laissa choir en passant une bombe médiocre qui tua une demi-douzaine de chiens et fit d'une porte pleine une porte à claire-voie. On me montre les dégâts, mais j'y suis moins attentive, je l'avoue, qu'à une certaine catégorie de pensionnaires. Quelques chiens à collier et à médaille d'identité qui semblent représenter, parmi 60 vagabonds sans maître et sans licou, une aristocratie d'abandonnés. Ceux-là, me dit la gardienne, ce sont des chiens mobilisés. Ils attendent. Ils attendent. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Les autres, les chiens ramassés dans la rue ou dans le terrain vague, cueillis chancelant de faim sous les roues d'un taxi ou jetés le soir par-dessus le mur du refuge, ceux-là flânent, digèrent, jouent, s'ennuient, hurlent à la liberté. Mais les chiens de mobilisés, eux, attendent. La pâtée, l'eau fraîche, la natte de paille, ils l'acceptent, mais comme un superflu. Le nécessaire ne saurait leur venir que par la porte ou par une clochette, la porte 100 fois ouverte et fermée. Le blanc et jaune, là, madame, lui, vous voyez, son maître nous l'a apporté au mois d'août un soir, au moment où il partait pour le front. Il n'arrêtait pas de dire « Je n'ai que ce chien. Je n'ai que ce chien, moi. » À la fin, il l'a laissé et s'est mis à courir dehors pour ne pas entendre la voix du chien. Mais regardez-moi celui-là qui ne tient pas en place. Un vrai chien de guerre, madame. Le chien d'un sergent belge parti au feu avec son maître, blessé avec lui, rapporté avec lui. Le sergent est retourné à son poste, mais le chien... Vous voyez, je vois. C'est un petit bâtard noir, vif, anxieux. Il va sans cesse d'une clôture à l'autre avec une telle fièvre qu'il semble très gai. D'autant plus gai qu'il sautille sur 3 pattes. La 4e patte dense, vide d'os, raccourcie par la mitraille. Une tonsure bleuâtre sur le dos marque la place d'un éclat d'obus. La gueule haletante, les yeux brillants et jaunes, la claudication, tout a l'air de rire dans ce petit martyr frétillant. Mais la plus triste, madame, c'est la pauvre Linda, la chienne du capitaine. Ils vivaient tous les deux, n'est-ce pas? C'était aussi un militaire sans famille, encore un. Elle est déjà vieille, vous voyez. Linda. Je répète, Linda, sans succès. La vieille espagnole ne répond pas. On n'a pas de nouvelles de son maître. On croit bien qu'il est mort. Elle a baissé la voix pour dire ça et s'est penchée vers mon oreille inconsciemment à cause du regard humain de la chienne. Linda. Elle ne répond pas aux appels. Elle ne bouge même pas. Chaque fois que la clochette tinte, son poil bouclé tremble sur tout son corps, mais elle se garde de tourner les yeux tout de suite vers la porte parce qu'elle veut espérer une seconde de plus, le miracle, le retour de celui qu'elle ne reverra plus. On assure que tout recommence, même après une guerre aussi longue. Ce paysage dévasté à travers lequel nous roulons depuis quelques heures, c'est un paysage quelconque de l'Est de la France. Village enfumé puis dédaigné par une mitraille accidentelle, un paysage en somme ordinaire, si l'on ose se servir de ce mot pour peindre l'aspect anormal auquel 4 années nous ont habitués. Encore quelques bonds de la voiture sur la route défoncée,
et nous atteignons le champ de bataille d'Étain, près de Verdun. Plaine sans troupeau, vallée sans herbage. Ici, l'œuvre de la guerre devient fantastique. Les songes seuls de la fièvre visitent des planètes dont le sol, comme celui-ci, est troué d'immenses yeux. Car l'entonnoir creusé par le projectile touche à l'entonnoir voisin comme l'alvéole à l'autre alvéole dans la ruche. 4 ans. Ils ont vécu là 4 ans. Ils ont vu pendant 4 ans se lever sur ces collines inexorables le jour tardif de décembre et quelquefois le soleil d'hiver. Ils gîtaient où? Dans ce pli de terre qui va en s'effaçant, sous cette taupinée où l'on voit encore la place d'un homme couché, ils comptaient le retour des saisons. Le soldat, qui trouva la mort ou le salut sous cette pelletée de terre, avait devant lui, au niveau de son front consterné, une fleur, la cocarde de fer peinte aux 3 couleurs qui poussent sur les troncs. Est-ce le départ de tels hommes, plus grands que tous les hommes qui fait le désert si lamentable? Ou bien la richesse éparse, l'inestimable et laide richesse métallique qu'on y abandonne? Chemin défoncé, rails, ronces de métal, lianes d'acier, fruits explosibles, c'est hélas la seule moisson que promettent cette année les pays du front où l'artillerie a fouillé et mis à jour, plus bas que l'humus, les entrailles de la terre. Qui peut dire si cette moisson